Bonsoir tout le monde et bienvenue et bonsoir Eric. Bonsoir Florence. Merci d'être là avec nous, merci à tout le monde d'être ici. On a eu un petit problème technique, il y a des liens qui fonctionnent pas. J'espère que tout le monde va petit à petit nous rejoindre pour cette rencontre, une nouvelle rencontre, une rencontre un peu spéciale puisque Eric, tu n'es ni thérapeute ni formateur, tu ne présentes pas de formation, mais en fait... Je suis en témoin, en globe-trotteur qui s'est penché sur les spiritualités du monde et qui a pu ici et là récolter quelques éclats de lumière, on va dire. Donc je me présente plus comme un témoin. Voilà, un témoin, tu as beaucoup voyagé, tu as fait des voyages dans le monde entier, mais aussi un long voyage intérieur. Tu as beaucoup cheminé. Et c'est ça, en fait, que tu viens nous présenter donc dans ce livre. Je sais pas si on le voit à l'endroit ou à l'envers, mais peu importe. On le voit à l'endroit, là, c'est bon. On le voit à l'endroit. Moi, je le vois à l'envers. Donc, voilà. Et si mon cœur se remettait à battre? Non. Et mon cœur se remit à battre. Excuse-moi. En plus, je le connais par cœur, ce titre. Voilà. Donc, un livre qui est sorti cet été au mois d'août, que tu as peaufiné pendant le confinement, donc tu vas nous en parler plus longuement. Ce que je propose peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de regarder la petite vidéo de présentation parce que je trouve qu'elle est très chouette. En fait, il y a deux choses qu'on t'a invité. En fait, l'idée nous est venue parce que l'année dernière, tu avais participé à la journée avec Martine Aylward, et que nous avions réinvité à Lyon cette année, et tu avais prévu de venir, et on devait se revoir à Lyon le week-end prochain, le week-end prochain. Et avec le confinement et avec toute la situation que l'on connaît, il y a quelqu'un qui dit toujours pas de conférence. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Mais dis, est-ce que tu peux me confirmer que tu nous vois? Toi, tu nous vois? Oui, Marc, il nous voit. Bizarre. Attends, on va juste vérifier parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne nous entendent pas. Vous nous entendez et nous voyez. C'est un vieux message. C'est un vieux message? Ça marche. Mehdi a dit que ça marchait. Voilà. Donc, et donc, on parlait de Martine Aylward qui, effectivement, devait venir à Lyon la semaine prochaine, qui vient pas, qui, du coup, on passe l'événement en ligne. Et donc, l'idée, c'était que tu viennes nous parler un peu de ta rencontre avec Martine. Et puis, comme tu venais de sortir ton livre, on a dit, mais au fond, c'est une rencontre parmi plein d'autres. Et dans ton livre, tu parles de toutes ces rencontres que tu as faites. Oui. En fait, j'ai rencontré Martin Aylward au Grand Rex, puisque mon agence était partenaire d'un événement sur la conscience. Et j'avais bien vu passer un peu ce livre, Ne te quitte pas, dans mon radar, mais j'avais pas forcément porté plus d'attention là-dessus. Et il y a eu un certain nombre de conférenciers. Et puis, quand Martin est monté sur scène, tout de suite, j'ai eu l'impression de quelqu'un en relief. Et il a eu cette parole absolument bluffante. Il a dit quelque chose du style je vais peut-être refroidir l'atmosphère, mais on va parler de la mort. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'explore. Je dis pas la mort après la vie, mais la mort dans la vie. Comment nous relationnons avec notre mortalité et comment le fait de relationner avec notre mortalité, ça nous rend plus vivants. C'est ça qui est passionnant. Et je trouve que Martin a eu beaucoup de talent pour transmettre ce qu'il avait vécu, et il a vécu des choses quand même assez fortes en la matière. Et après, du coup, il est venu sur Lyon et du coup, j'étais parmi les premiers inscrits au séminaire.
Et je voulais juste raconter cette petite anecdote qui a l'air d'être toute simple, mais pour moi, la spiritualité va tellement se nicher dans les petites choses simples. Et quand il s'est installé devant nous, il a marqué en temps de silence. Ça a duré peut-être 30 secondes, 1 minute, ce qui est un peu long quand on est en début de conférence. Et il dit je suis content d'être à Lyon. Mais quand il a dit « je suis content d'être à Lyon », ce n'était pas qu'une parole, je le sentais à quel point ce contentement était authentique et présent. Et après, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui en tête-à-tête. Je lui disais que je faisais des conférences et je lui disais « mais vraiment, je t'ai admiré en conférence ». Et comment tu fais? Donne-moi ton truc. Ce qui est une question un petit peu bête, hein, on va dire. Mais j'ai voulu poser cette question un peu bête. Il me dit, tu sais, en conférence, il y a 3 types de gens. Il y a les gens qui disent ce qu'ils savent. Voilà, c'est intéressant, ils disent ce qu'ils savent. Il y a les gens qui disent ce qu'ils ont vécu. C'est un peu plus intéressant. Et il me dit, et puis il y a les gens qui disent ce qu'ils vivent au moment où ils le disent. Ah oui, c'est-à-dire qu'en gros, pour être bon en conférence, c'est pas d'aller dans la mémoire, c'est pas d'aller même pas dans le témoignage, c'est vraiment d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de moi et de l'exprimer à l'extérieur. Et j'ai trouvé ça assez magnifique. Et Martin, parce que ce qui me plaît dans cette spiritualité qu'il enseigne, c'est très subtil entre le lâcher-prise et la vigilance. Je m'explique. Il y a des courants dans le développement personnel sur le lâcher-prise, voilà. Et puis, d'un autre côté, il y a des voies spirituelles où on est vraiment dans la vigilance, l'alignement, etc. Et je trouve que ce que transmet Martin, c'est, quand j'écoute son enseignement, il me met très à l'aise. C'est-à-dire, ok, voilà, je suis avec moi-même. Ok, j'ai des pensées qui passent dans la tête, mais je vais pas me battre avec ça. Ok, j'ai peut-être envie de me gratter, mais c'est ok, je suis un homme. Et du coup, il sait être très subtil sur cet espace assez fin qui, je trouve, pour moi, est ma spiritualité, c'est-à-dire d'être dans le oui à ce qui est, c'est-à-dire le oui à l'homme et le oui à ce qui n'est pas l'homme. Et j'ai entendu une fois cette phrase qui disait nous portons Dieu à l'intérieur de nous, mais nous mourrons en homme. Nous sommes habités de Dieu et nous mourrons en homme. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve qu'on se met à parler de la mort, mais nous sommes faits de particules, je dirais, divines. C'est toujours délicat de mettre des mots là-dessus. Mais en fait, l'amour, il est pour notre humanité. Et cette phrase-là, je suis imprégné de Dieu et je mourrai en homme, cela ne fait que m'inviter à cette partie de moi qui est faite de chair, qui est faite de cœur, qui est faite de névroses, de blessures, voilà, mais qui fait que je peux être dissocié de cette personne-là, oui, et en même temps associé. Et je trouve que c'est ce juste mélange qui est particulièrement savoureux. Et il y a 2 personnes qui me l'enseignent. Aujourd'hui, Martin, voilà, et l'autre personne qui m'a beaucoup enseigné et qui continue à m'enseigner, même s'il est parti vers le grand silence, c'est Arnaud Desjardins. Pour moi, c'est les 2 personnes les plus éveillées que j'ai pu rencontrer. Et donc Martin est là, ou Martine Aylward est là donc le 27 et 28 novembre, pas à Lyon, en ligne. Donc tout le monde peut du coup en profiter, participer
Je sais qu'on a mis, on peut juste, voilà, comme ça, si les gens veulent voir ce qui, comment s'inscrire, etc. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton info et inscription et puis revenir dans le chat. Comme ça, vous avez votre onglet qui est sauvegardé. Vous pouvez revenir plus tard si ça vous intéresse. Voilà, donc 27-28 novembre à Lyon avec Martinelle Ward que tu nous as présenté gentiment. Et le thème, c'est amour et lâcher prise. Donc, on est vraiment là-dedans dans ce que tu nommais. Hein. Je ne savais pas. On avait fait un webinaire avec lui il y a un mois de ça. Et où il avait parlé de sa amour et lâcher prise. Moi, ça m'avait tellement parlé. Et comme tu dis, il est vraiment dans il est dans le réel, il est dans la vie réelle. Et son slogan ou son motto, c'est Real Life Dharma, donc le dharma de la vraie vie. Hein, donc c'est très important pour lui. C'est vraiment quelqu'un qui vit ce qu'il dit ce qu'il vit et qui est vraiment une magnifique personne à rencontrer. Oui. C'est un cadeau. Et alors, il y a une autre personne qu'on a envie de rencontrer ce soir. Il s'appelle Tony. Ah. Tony. Donc, Tony, c'est le héros de ton livre. Oui. Je ne sais pas si on passe la vidéo maintenant ou après. Écoute, je pense qu'on peut passer cette petite vidéo. On va passer la petite vidéo de présentation de ton livre. Ça mettra dans l'ambiance. Exactement. Donc, on va faire ça et on revient tout de suite. C'est très court. Voilà. Donc, on va partir en voyage ce soir? Oui, voilà. On va suivre Tony. Oui. Et donc tu dis que c'est un roman autobiographique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma vie, j'ai eu deux axes. J'ai eu l'axe de mon développement personnel, relationnel, spirituel, et à côté, j'ai eu l'axe des voyages. Mais en fait, pendant très longtemps, c'était des axes parallèles. Je travaillais chez un voyagiste qui faisait du tourisme, et à côté de ça, j'étais dans mon processus personnel, en thérapie individuelle, de couple. J'ai fait quantité de séminaires, et il y avait en moi cette question. Parce que je ne me sentais pas à ma place professionnelle, mais pourquoi tu es fait, Eric? Et alors j'ai fait des stages. Quel est ton agir essentiel? Voilà. Et ça tournait tout le temps autour de la planète et de la conscience, mais je ne voyais pas en fait de quoi il s'agissait. Je me disais, mais de quoi il s'agit? En fait, je l'avais sous le nez, mais je ne le voyais pas. Bien des années après, j'ai compris qu'il fallait encore que je grandisse pour porter le projet que j'avais, qui est qu'en 2007, j'ai créé la première agence qui a été 100% spécialisée depuis sa création dans les voyages initiatiques, les voyages spirituels, et dont la vocation est de proposer du merveilleux en conscience. C'est-à-dire que
faut s'imaginer, on est en 2005, 2007 quand j'ai cette idée-là qui me traverse. Et à l'époque, il y avait énormément de formations de thérapeutes. Et on était beaucoup dans le fait de travailler sur l'ombre pour aller vers la lumière. Il faut transmuter l'ombre, aller vers la lumière, travailler sur soi-même. Et moi, j'avais une petite voix qui me disait, OK, il y a des choses en moi qui sont désharmonieuses, qui sont réactionnelles, mais au bout du compte, cet arbre qu'il y a dans le jardin, je peux me relier à lui, cette fleur est tellement magnifique, et surtout, j'ai déjà tellement voyagé, je sais à quel point cette planète est d'une beauté incroyable. Et pourquoi est-ce qu'on ne lirait pas les deux? Et du coup, j'ai eu cette idée de proposer des expériences en conscience sur notre planète. Et mon idée, c'était que le lieu, souvent des lieux sacrés, Machu Picchu, Borobudur, voilà, soit plus, vibrant, plus enseignant, parce que il y avait une ressource d'animation, soit une personne occidentale qui animait mes groupes, soit une personne locale, en chaman, en grand prêtre, en guérisseur, qui faisait que cette ressource d'animation et ce lieu se mettaient en synergie pour élever et aller vers quelque chose qui ouvre la conscience. Donc c'est comme ça que Oasis Voyage est né, qui a été immatriculé le 14 février 2007, jour de Saint-Valentin. J'ai trouvé ça amusant et c'est un projet qui a changé ma vie. J'ai accompagné de nombreuses personnes autour du monde et vécu des moments, que ce soit en groupe ou individuellement, qui m'ont beaucoup touché. Et de ce fait-là, j'ai aussi eu la conscience d'être un peu privilégié. Je dis un peu privilégié parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est bien, tu fais un métier extraordinaire, t'as le temps, tu peux faire ça, mais bon, moi, je peux pas voyager. » Alors, je leur raconte pas forcément mon enfance et toutes les 40 premières années de ma vie qui n'ont pas été forcément très drôles, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de voyager. Et du coup, j'ai eu cette idée d'écrire en livre, puisque en livre c'est plus accessible au niveau financier qu'en voyage, et de mettre 2 mois dans ce livre. Et du coup, j'ai choisi le roman parce que j'ai fait toutes sortes de rencontres. Il y en a qui ont été bienfaisantes. J'ai aussi rencontré des gens qui n'étaient pas intègres, que j'ai nommé des charlatans. Donc le fait de romancer, ça me permettait, 1, de donner plus de plaisir dans la lecture, et 2, d'avoir une liberté de ton. Et de ce fait-là, j'ai écrit ce premier tome sur la guérison, c'est-à-dire que mon héros accède à une improbable guérison du cœur, au niveau cœur, corps, esprit, par des rencontres qu'il fait en faisant son tour du monde. Voilà. Donc je suis très très heureux de ce livre. Je le lis humblement. J'étais très content d'avoir écrit ce livre. J'ai été fabuleusement content puisque la maison d'édition, pardon, que j'avais envie qu'elle m'édite m'a édité. Donc le Duc du groupe Albin Michel. Et puis le livre se vend très très bien. Il est déjà réédité. Voilà. C'est génial. Ça, c'est un beau cadeau. Et les retours que je fais, les gens trouvent ce livre assez facile à lire. En général, ils le lisent assez vite. Et mon intention, j'avais pas beaucoup d'ambition sur le livre, si ce n'est que de donner du plaisir. Et puis, ça et là, passer quelques petits clins d'œil spirituels, quoi. Il y a quand même quelques petits messages, puisque chaque chapitre, en fait, c'est assez fabuleux, parce que, en fait, Tony, donc, effectivement, il apprend qu'il est condamné parce qu'il a une maladie cardiaque, donc c'est le cœur physique, hein.
il a aussi des problèmes de cœur qui vont évoluer à travers le livre. Et donc chaque chapitre, c'est un endroit qu'il visite. Hein, donc on passe des pyramides d'Égypte on arrive à Bali, tu pourrais nous en parler de Bali parce que je crois que c'est vraiment un de tes lieux préférés. D'ailleurs, il arrive à Bali donc, en deuxième, je crois que c'est sa deuxième destination. Voilà. Puis il revient à la fin. Il vient vraiment, c'est une ressource. Moi, j'étais à Bali, mais j'ai pas vécu la même chose que toi. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un voyage avec Oasis Voyage. Mais ceci dit, j'ai adoré cette île. C'est extraordinaire. Les gens sont fabuleux. C'est vraiment quelque chose Et donc chaque chapitre, qui est un voyage en soi, se termine toujours par une petite phrase, hein, qui est quand tu te sens perdu, trouve l'issue en te souvenant que tout est relié. Oui. Voilà, j'aime bien celle-là. Il y en a pas, à chaque fois elles sont chouettes. Donc c'est à la fois un voyage et du coup on découvre des lieux parce que tu les décris aussi de manière assez extraordinaire. Donc on rentre dans ces lieux-là. Des lieux magiques, hein, l'île de Pâques aussi. Donc on montrera peut-être quelques photos que tu m'as envoyées tout à l'heure de ces lieux où tu as été, où on te voit dans ces lieux-là qui t'ont tellement inspiré. Et donc c'est vraiment super cette balance entre le roman, le chemin spirituel de Tony, et puis ce voyage physique dans ces lieux magiques. Oui, c'est vrai qu'il y a deux terres qui m'inspirent. Ah, j'ai l'impression que Florence a quitté. Alors, visiblement, je suis seul. Elle revient. Bon, je vais continuer. Je dirais, il y a deux. Je suis sur le truc de Mehdi, moi. Il y a deux terres qui m'ont beaucoup inspiré, c'est l'Égypte et Bali. Quand, du reste, j'étais chez ce voyagiste touristique. J'étais responsable des circuits initiatives en Égypte, et donc c'est une terre où je suis allé des dizaines de fois, et il s'est passé cette expérience assez insolite, c'est que la première fois que j'ai emmené en groupe, donc en groupe de touristes en Égypte, il s'est trouvé que je me suis trouvé seul dans la grande pyramide de Khéops. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait rentrer tout le groupe dans la grande pyramide de Khéops. Les gens montent, accèdent à la chambre du roi, et pour la plupart ne trouvent pas ça forcément très intéressant, puisque c'est une cavité toute simple, cubique, avec un reste de sarcophage. Et du coup, je laisse le groupe partir, et je m'adosse à un mur et je me dis, tiens, il paraît que on peut avoir des réponses quand on est dans la pyramide de Khéops. Voyons si c'est vrai. Et je me mets donc adossé donc sur un mur de la chambre du roi. Je formule une question, et à ce moment-là, je vois immédiatement toute une seconde réalité qui m'apparaît et qui n'a rien à voir a priori avec la question que je me pose. Et au fur et à mesure que je posais des questions, je sentais que j'avais de plus en plus de difficultés énergétiquement à poser des questions, que ça me demandait de plus en plus d'efforts, c'était physique, et alors qu'il y avait une partie de mon être qui se dilatait et qui se promenait dans un espace où j'avais l'impression que je pouvais avoir la réponse à tout. Et en fait, j'ai vécu là quelque chose d'assez original, en tout cas pour moi. C'est que dans ce que j'ai compris être une expérience mystique, une expérience d'expansion de conscience, c'est que on ne cherche pas l'expansion de conscience pour avoir une solution à nos questions ou une solution à nos problèmes, puisque quand notre conscience s'expand et qu'elle caresse, comme je dis, l'éternité, il n'y a plus de questions.
Il n'y a plus de problème. Et ça... Attends, Eric, je vais t'interrompre 2 minutes parce que j'ai un problème technique, c'est que je me retrouve avec 2 images de moi sur l'écran. Ça ne va pas du tout. Donc, je vais juste faire un panic button et changer de... On va rester suspendu à tes lèvres. On reste avec toi. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Ouais, je me sens mieux. Non, normalement, on est plus que on est tous les deux. On a changé de niveau en fait. Voilà. Donc on a monté un niveau de conscience. Donc on perd une certaine réalité. C'est quand même curieux la synchronicité. Mais non, j'ai toujours 3. Apparemment, j'ai toujours 3. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 personnes sur cet écran. Vraiment, je comprends pas. Bon, bah tant pis. Les gens me verront 2 fois. Voilà, donc bon, je relatais effectivement cette expansion de conscience dans la chambre du roi, et c'est vrai que c'est la première expansion de conscience de mon héros Tony, qui en fait au début du roman est un homme très ordinaire, qui n'est pas en démarche d'éveil de conscience. Il est en métier rébarbatif, il s'ennuie dans sa vie de couple. Un jour, il apprend que s'il vit 3 ans, ça sera bien le bout du monde. Et du coup, il se dit, bon, bah, écoutez, foutu pour foutu, j'ai toujours eu envie de faire le tour du monde. J'y vais, je vais faire le tour du monde. Et là, il commence par l'Égypte. Et là, hop, il se fait surprendre par une première expérience. Et donc, après, ben, il y a des rencontres qui se font. Et du coup, il embraye petit à petit sur un processus personnel où, animé par sa curiosité ou stimulé par les rencontres qu'il va faire, il va se livrer à des rituels, parfois très très anciens, qui vont lui délivrer quelques messages de sagesse et qui vont être bienfaisants pour lui. Alors, c'est pas tout à fait... c'est un roman facile à vivre, mais c'est pas un roman à l'eau de rose. C'est-à-dire, il y a des choses quand même assez costauds qui arrivent à Tony. Voilà, mais il arrive au bout du compte. Et donc, effectivement, il part et il y a une rencontre qui m'a bien plu. C'est la rencontre avec le Dalai Lama. Oui. Est-ce que tu peux... J'étais au Ladakh, à Leh, et en fait, l'année d'avant, j'étais allé à McLeod-Ganj et j'avais raté une retraite du Dalai Lama. Il y a eu un malentendu dans mon agenda, et voilà. Et je portais dans mon cœur de rencontrer le Dalai Lama. Mais je ne bénéficiais d'aucun passe-droit ni aucune priorité. Et quand j'étais allé au Ladakh, il y avait donc la grande retraite du Kalachakra, qui a lieu faut imaginer un immense terrain avec une scène, et là il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent. Cet espace où enseigne le Dalai Lama est à côté de sa résidence d'été. Et quelques jours avant, je vais taper à sa résidence d'été, forcément gardiennée, et j'explique que j'aimerais bien juste le voir quelques secondes, ce qui était très audacieux de ma part. Mais je me dis, quand on a une intention, je la maintiens et on va voir ce que ça va donner. Il faut oser. Je reste pratiquement, je pense, 4 à 5 heures à attendre. Et des fois, j'allais voir les gardiens et je leur disais, vous voulez pas, me faciliter quelque chose demain, après-demain, même une seconde? Et ils me disaient non, de façon très courtoise. Mais je suis resté. Je suis resté toutes ces heures assis devant, l'entrée, le portail de sa résidence. Et à un moment donné, donc il y a une voiture qui arrive et je vois en moine dedans, et ce n'était pas le Dalai Lama, mais il m'envoie par leur regard quelque chose de tellement beau, comme ça. On m'avait parlé de ce regard des lamas. Je n'avais jamais expérimenté, mais c'est comme s'ils me connaissaient depuis tout le temps et qui m'envoyaient en salut amical. Je dis bon,
C'est très sympa, même si j'ai que ça, c'est quand même très sympa. C'est déjà pas mal. Une bonne surprise. Et puis, à force d'insister, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gardiens me disent, bon, on voit que vous êtes motivé. Le jour du Kalachakra, parfois, il va à pied de sa résidence d'été jusqu'à la scène où il enseigne. Donc, si vous vous tenez devant sa résidence, peut-être vous le verrez passer à pied, mais on vous prévient, parfois il sort en voiture, ça dépend. Et du coup, le jour du Kalachakra, je me lève à 3 heures du matin et j'attends. J'attends, j'avais prévu le thé, j'avais prévu les couvertures, les bonnets, parce qu'on est quand même pas loin de 3500 mètres d'altitude. Ah oui. Et j'attends 2 heures, 3 heures, je sommeille un petit peu. Et à un moment donné, il y a comme une sorte d'animation. Et là, je vois les grilles qui s'ouvrent et je vois le Dalai Lama arriver à 20 mètres de moi. Très rapidement, je peux vous dire une chose, que quand le Dalai Lama marche, il marche très vite, c'est incroyable. Moi, je le vois tout le temps sur des photos où enseigné, il est assis. Alors quand il se déplace, il trotte. Hein. Et là, je me retrouve face à lui. Et je suis un peu pris au dépourvu, lui pas du tout. Et les gardiens m'avaient laissé passer, ce que j'ai compris après, parce qu'ils m'avaient identifié, m'avaient laissé passer. Et du coup, j'ai été un peu pris de court. Et la relation s'est terminée comme ça. Et on s'est souri, il est parti, on n'a rien échangé. Et après, je me suis dit, enfin, Eric, c'est quand même incroyable. Tu rêves de rencontrer cet homme-là et tu es devant. Et voilà. Et j'ai donc appris que c'est bien beau d'avoir un objectif, mais c'est bien de savoir, une fois que cet objectif est réalisé, qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'était ce qui me manquait. Alors, et ça a été une sacrée leçon. Le lendemain, je refais ma tentative, lever 3 heures du mat', le thé très chaud, les couvertures, j'attends, j'espère qu'il va sortir. Et là, pareil, à un moment donné, le même, il sort à pied, il trotte à toute allure. Je lui dis, je suis prêt. Il vient vers moi et je lui confie quelque chose de personnel qui me tarabustait beaucoup. Et je lui dis, voilà, mais très, très brièvement et de façon très, très directe. Et il me fait cette réponse que je trouve, je vais le dire, très bête, a priori. Il me dit, accept. You need to accept. Et je lui dis, accepter. Mais comment je fais pour accepter? Je suis pas en paix avec cette affaire. Comment est-ce que je fais pour accepter? Et là, il me dit, accepter, c'est imaginer que ce qui se passe pour toi va rester tout le temps, indéfiniment. Ça ne va jamais bouger. Oh! Et là, je me dis, mais c'est insupportable. Et en fait, j'ai commencé le processus d'acceptation parce que quand il m'a dit ça, il m'a donné une clé énorme. Et après, j'ai dit, OK, je vais être condamné à vivre avec ça toute ma vie. Et j'ai vu mes pensées changer, les émotions qui me traversaient, la tristesse, la colère. En fait, j'ai vu que je rentrais dans un processus d'acceptation. Et ça, c'est vraiment une des clés là que j'ai mis dans le livre. Que juste pour donner un petit exemple, lors du premier confinement, au début du confinement, je le vivais très bien et à la fin, ça devenait un peu long pour moi. Et j'ai appliqué ça. Je me suis dit, écoute Eric, tu peux te plaindre, aller sur Facebook et te plaindre, ça, on est embarrassé de ça. Mais au fond, et si tu écoutais ce que t'as dit le Dalai Lama, et je me suis dit, ok Eric, imagine, là, tu es chez toi, plus jamais tu vas recroiser quelqu'un ou alors derrière des vitres ou ou des masques. Il y a plus d'interaction, il y a plus de voyage possible. Et j'ai fait ça plusieurs jours. Et j'ai vu mes pensées se transformer. Je me suis dit, tiens, je vais réorganiser ma vie.
À un moment donné, j'ai même vu que là où je pourrais trouver un avantage à ça. Et en fait, j'ai vu ce processus se mettre en place. Et pour moi, ça parle vraiment que l'acceptation, elle est totale ou elle n'est pas. On n'accepte pas à 99%, on accepte à 100%, et je dirais même à 1000%. Et ça, c'est vraiment une leçon. Et la deuxième leçon qui découle justement de ce principe d'accepter pleinement, c'est que on n'accepte pas pour traverser. Ce que disent les maîtres, c'est que si j'ai une stratégie de l'ego parce que quelque chose ne me convient pas et je vais dire bon ben je vais l'accepter comme ça je vais l'évacuer, faut bien regarder les choses en face. C'est pas une acceptation, c'est ton calcul pour essayer de voilà. Et du coup vraiment ça c'est la leçon que m'a transmise le Dalai Lama. Accepter, c'est s'imaginer que ce qui me fait souffrir je le vivrai, je le respirerai tout le temps, indéfiniment. Même si quelque part je sais que l'impermanence est partout, mais je me mets dans cette situation où ce qui me fait souffrir va tout le temps être là. Et ça, c'est un ressort puissant pour moi, quoi. Et j'avais envie de lire ce passage, justement. Oui. Oui. Donc, quand approcha l'heure à laquelle sa sainteté devait apparaître, Tony redoubla de vigilance. Au moment de l'ouverture du portail, il s'élança de nouveau au-devant du Dalai Lama, qui, reconnaissant Tony, lui sourit et dit « Alors, jeune homme, es-tu prêt à me rencontrer aujourd'hui ?»« Veuillez m'excuser pour hier, votre sainteté, » répondit Tony. « Je viens solliciter votre bénédiction pour guérir d'une malformation cardiaque. »« Tu guériras le moment venu. Ce n'est pas moi qui vais te guérir avec une bénédiction. Il te faut donner du sens à ta maladie et ne pas chercher à la fuir. Avant de guérir, il faut que tu acceptes ta souffrance. Et quand j'aurai accepté, je serai libéré ? Non, lui répondit le chef spirituel en riant. Mais alors à quoi bon accepter ? Demanda Tony perplexe. En Occident, vous voulez toujours contourner la douleur et l'inconfort. Si ton acceptation a pour but de faire disparaître ta maladie, alors tu n'es pas en train de l'accepter. C'est juste ton ego qui veut arriver à ses fins. Tony le regardait avec des yeux ronds. « Es-tu prêt à recevoir une petite astuce pour t'aider à accepter ?» demanda alors le Dalai Lama en le fixant de ses yeux rieurs. « Bien sûr !» s'exclama Tony. « Observe ton cœur souffrant. À ce moment-là, dis-toi que ta douleur va rester, et pour toujours. C'est ainsi qu'on accepte, en admettant que cela ne changera jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas d'autre voie. Si l'acceptation n'est pas totale, elle n'est pas. » Oui. Donc voilà, donc c'est touchant parce que c'est exactement les mots que tu nous as, voilà, c'est comme ça que tu as raconté l'histoire et c'est exactement, et je trouve que ça donne bien le ton de ton livre et de cette incrédulité aussi de Tony, c'est-à-dire qu'à la fois il est très profond et en même temps, il se laisse porter. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que il y a ce côté un peu innocent, ingénu presque. Il se rend pas compte en fait de ce qu'il est en train de vivre. C'est ton être qui s'éveille et qui effectivement, il y a quelque chose de très simple, de très, on va dire, brut de décoffrage, si on peut dire, et du coup, qui le rend, qui est sa chance en fait. Et à partir de cet espace-là, il ressent beaucoup de curiosité et puis il rencontre ses expériences une par une, quoi. Et ce que je trouve fabuleux, c'est il dit jamais non, en fait. Et puis, il a pas peur. Donc, il va, comme quand il veut absolument aller voir la grotte des Vierges, c'est ça? Oui, donc ça lui fait pas peur du tout. Alors que tout le monde lui dit, faut pas y aller. Et lui, il veut y aller. Oui, alors ça aussi, c'est une histoire que j'ai vécue parce que quand je suis allé à l'île de Pâques en repérage, parce qu'en fait c'était impossible depuis la France de préparer mon voyage, et je me suis dit bon, je prends un avion et j'y vais, et j'ai vécu toutes sortes de phénomènes là-bas, mais il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de la grotte des Vierges,
Et sur place, je disais alors la grotte des Vierges, vous connaissez, et tout le monde connaît la grotte des Vierges à l'île de Pâques. Et je disais, et elle est où cette grotte des Vierges? Je la trouve pas, c'est marqué sur aucun plan, sur aucun guide. Et là, les gens me disaient, je sais pas où elle est. Et du coup, j'avais un allié sur place qui a été la première personne que j'ai rencontrée à l'île de Pâques, puisque je dormais dans une guest house, voilà, un peu chez l'habitant. Et là, il y avait en militaire à la retraite, comme il y a beaucoup en Polynésie, et je lui dis, je viens repérer pour un voyage spirituel, j'y vais mollo. Et lui, il me dit aussi sec, ah, moi, je crois que ce que je vois, hein, je suis athée de chez athée. Je dis, bon, c'est bien, Eric, c'est bien parti, ton repérage. Sauf que je me suis dit, je vais faire de ce gars un allié. Et il était bon et il avait envie de m'aider dans mon voyage ésotérique, comme il disait. Et je lui dis, ben, de toute façon, l'île de Pâques, c'est tout petit, donc tu connais tout le monde. Et je lui fais la description des gens que je voulais trouver sur l'île. Et il me dit, ah d'accord, oui, oh, tu veux des gens spéciaux. Il me dit, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et puis du coup, il m'a mis en contact avec plusieurs personnes qui m'ont emmené sur certains lieux, mais aucun ne connaissait la grotte des Vierges. Et je lui avais dit, et lui, ça faisait des années qu'il était sur l'île, peut-être plus de 10 ans, il en avait entendu parler, il ne savait pas où c'était. Et il me dit, on va faire courir le bruit. De toute façon, pour faire courir en bruit à l'île de Pâques, c'est simple, on fait ce qu'on fait dans tous les pays, on va au marché, le marché est tout petit, et on fait courir le bruit, comme quoi il y a un Français qui vient faire un repérage de voyage ésotérique et qui veut savoir où est la grotte des Vierges. Bon, et un soir, je rentre à l'hôtel et puis l'hôtelier m'appelle et puis là, il me présente une Suissesse qui est à l'île de Pâques depuis une trentaine d'années, qui a vécu dans les grottes. Et en fait, elle récupérait les enfants abandonnés, les enfants orphelins de l'île de Pâques et elle les élevait. Et maintenant, elle s'est un peu plus implantée avec une maison. Elle fait la culture d'ananas, c'est les seuls ananas de l'île de Pâques. Et elle m'a dit, ouais, je crois savoir où c'est. Ok. Et le lendemain, voilà qu'on est parti. Et il y a, pour le dire de façon un petit peu rapide, l'île de Pâques, c'est un triangle. Et à chaque pointe de ce triangle, il y a un grand volcan. Et c'est-à-dire qu'il y a de l'herbe partout, c'est très vallonné, mais il n'y a aucune pierre apparente, ce qui détonne complètement avec l'autre partie de l'île. Et du reste, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, cette partie-là, on dit que c'est un morceau de mue de l'Atlantide. Je dis, ok, voilà. Et on va justement sur cette partie de l'île et on cherche, mais l'île de Pâques, il y a des falaises. Et elle me dit, je pense que ça doit être par là, et on trouve pas. Et à un moment donné, elle me dit, tiens, je pense que ça doit être par là. Et elle trouve en boyau. Et effectivement, il y avait des pétroglyphes, il y avait des makemake. Ce qu'on appelle les makemake, c'est les symboles du divin pour l'île de Pâques, des gros yeux, c'est cette symbolique. Et effectivement, l'île de Pâques est à flanc de falaise. Il y avait peut-être 20 centimètres pour marcher. Sinon, en bas, je pense qu'il y avait les requins qui m'auraient emmené au nirvana direct. Et je suis rentré dans ce qu'on pourrait appeler le bulle, c'est-à-dire la toute première partie de la grotte. Et là, elle allait beaucoup plus loin. Et j'ai senti énergétiquement le tabou, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de rentrer plus loin et j'ai respecté ce tabou-là
La Suissesse m'a vu respecter le tabou. Elle m'a dit reconnaissance, je t'aurais laissé faire, mais elle m'a mis un peu dans une position de test. Et je pense que ça, c'est ce que je relate dans le livre, c'est-à-dire que il y a parfois des zones, on peut aller dans certains endroits pour expandre sa conscience, et des fois, c'est très curieux, le fait de rester au seuil du temple, c'est à cet endroit que se fait l'expansion de conscience, c'est-à-dire c'est dans l'expansion de conscience peut aussi se faire dans le non et non pas dans le oui, le non Oui. apparent, en fait le oui intérieur. C'est une expérience assez originale que j'ai fait là, quoi. Moi, je dis souvent, dire non, c'est aussi c'est se dire un oui à soi. Voilà. C'est vraiment, de toute façon, rester profondément à ce qui se dit à l'intérieur de soi, quoi. Donc ça, c'était, c'est ce que j'ai vécu sur l'île de Pâques, et ça a été assez fort. Les lieux sont très très forts en Polynésie, sont très chargés, et c'est important d'y aller avec des personnes qui connaissent les lieux, qui connaissent les tabous, et pour accéder à ces lieux-là, c'est d'abord préalablement gagner la confiance. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à monter le voyage depuis la France. C'est que il y a besoin d'aller sur place, il y a besoin d'installer de la confiance, il y a besoin de passer du temps, il y a besoin, faut manger avec les gens, faut discuter avec eux de tout et de rien. Et après, on peut vous montrer des petites choses. Et donc, quand on pourra revoyager à nouveau, Oui. on appellera Oasis Voyage et on verra où tu pourras nous emmener. Oui. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement dans les personnes qui nous écoutent sur ce livre, hein, Si mon cœur et mon cœur se remit à battre. Je trouve que la couverture est très très chouette. Je peux la mettre en voilà, comme ça tout le monde la voit bien. Donc j'ai mis un lien à Amazon parce que c'est le plus facile pour nous en ce moment, mais si vous pouvez faire click and collect ou acheter ça dans votre librairie locale, ou voilà, on préfère. C'est plus facile pour nous de mettre le lien Amazon, malheureusement. Sur Lyon, il est à la librairie Cadence. Il est à Cadence, oui. Voilà. Sur mon site ericgrange.com, les gens peuvent télécharger le premier chapitre. Voilà, c'est ce que tu disais, ça. Voilà, ça c'est avec l'expansion de conscience dans la Grande Pyramide, et puis la rencontre avec cette femme quand il a perdu son diamant, quand mon héros perd son diamant dans le musée du Caire, ce qui est une histoire vraie. Ça, c'est une histoire vraie. J'ai réellement perdu mon diamant que je portais à la boucle d'oreille dans le musée du Caire, et une femme qui m'avait repéré avec ce diamant et qui l'a retrouvé par terre, m'a cherché, m'a retrouvé, et effectivement, il y a eu une relation assez forte qui s'est tissée avec cette personne-là, que l'on retrouve dans le livre, qui va être un peu le pointillé de l'évolution vers le monde d'amour de Tony, quoi. Alors moi on avait reçu des questions, mais il y a peut-être une question, c'est quel pays t'a apporté le plus? Alors moi, c'est Bali. Bali et l'Égypte, à vrai dire. Mais je mettrais peut-être Bali en premier, parce que là-bas, il m'a été transmis que ce que j'aime bien résumer, c'est on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré
plusieurs brahmanes, plusieurs grands prêtres, plusieurs guérisseurs, jamais, jamais, jamais ils ne parlent de spiritualité, jamais. Ils sont uniquement dans la pratique. Notamment le premier guide, mes guides au sens spirituel du terme, qui m'a été présenté pour le voyage de repérage que je faisais, puisque ça a été le premier voyage que j'ai organisé pour Oasis. Et mon ami balinais, je lui dis, mais on peut parler de la pluie et du beau temps avec ce gars-là, mais quand je lui pose des questions sur sa spiritualité, sur sa voie spirituelle, il me sourit et il dit rien. Il me dit, mais si, mais c'est quelqu'un qui a une très grande maturité spirituelle, il est très connu sur l'île, on vient le consulter depuis toute l'île. Et je lui dis, ben, je veux bien le croire, mais voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Et en fait, je lui ai fait confiance, c'est-à-dire que le premier groupe que j'ai emmené à Bali, on est allé voir ce gars-là et il y a eu des questions-réponses sur des cas particuliers que les gens vivaient et il a été d'une précision et d'une sagesse et d'un amour dans ses réponses. Ça a impressionné tout le monde. Je me souviens, il y avait des fois il se passe des événements forts entre le moment où quelqu'un s'inscrit en voyage et le moment où le voyage part. Et là, il y avait une femme qui avait perdu son enfant dans l'Entreval. Et je l'avais au téléphone avant de partir et je lui ai dit, écoutez, vous êtes inscrit à ce voyage, faites-le. On verra bien ce qui va advenir. Et au tout début, Madé, donc ce guide spirituel, elle a pris la parole en premier, ce qui était vraiment très courageux de sa part, et il lui a fait une réponse. Elle m'a dit, mais je suis venu chercher cette réponse, je pourrais presque repartir en France. Ces 5 premières minutes à Bali de cercle de parole autour de ce guide, c'était vraiment ce que j'avais ce que j'avais besoin d'entendre. Et elle a été dans une réconciliation avec cet événement qui s'est passé. Et ce que je veux dire à travers ça, c'est que j'ai compris bien après que le fait que je sois là en peu en avant, tiens, mais qui tu es, etc., avec beaucoup de volonté, beaucoup peut-être d'inquisition de ma part, je ne lui laissais aucune place. Je ne lui laissais aucune place. Et que après, j'ai vu que si, on revient à ce qu'on disait au début, si je lâchais prise, avec juste une intention légère, à ce moment-là, cet homme-là, je lui permettais de s'inviter et de s'exprimer. Et pour moi, c'est un peu une illustration aussi de ce que peut être la relation au divin, c'est-à-dire en excès de volonté nous coupe. C'est ce que je dis aussi dans le deuxième chapitre, fais de ton mental le gardien et non pas le geôlier de tes capacités supérieures. C'est-à-dire que le mental est là pour nous aider, mais il peut nous couper de nos connexions supérieures, mais ce n'est pas lui qui les permet. Il ouvre les portes et après on regarde ce qui se passe. Et c'est vrai que je pense à mon guérisseur favori à Bali, j'ai jamais pu avoir une discussion avec lui. Je n'ai eu que des consultations et d'une précision mais incroyable. Et je sais, une fois, j'avais consulté et je suis revenu 3 ans après. Il m'avait donné une petite technique d'enseignement que j'avais fait pendant quelques mois et que j'avais abandonné. Et il m'a dit, oh là là, toi, tu as abandonné la technique, je le vois. Et puis il a travaillé sur mon corps et ça m'a fait du bien. Mais il y a ce que je veux dire à travers ça, la leçon à travers ça, c'est que je parle un peu des énergies subtiles, des choses qui nous sont susurrées à l'oreille
que peut-être aucun humain ne pourra vraiment nous dire, et que on connaît cette phrase, quand ton gourou parle, c'est le silence entre les mots qui est important, parce qu'il y a une dimension qui ne peut pas se verbaliser, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma manière de partager ça, mais en tout cas, ce que j'ai appris beaucoup en Polynésie, avec justement ces tabous, ces silences, et beaucoup à Bali, c'est effectivement le côté extrêmement intimiste et secret de la relation au divin. Et comme on m'a dit une fois, secret et sacré, c'est la même étymologie. Et je pense que c'est un domaine qui est assez subtil, où les mots doivent être assez choisis. Merci. Voilà, je crois que on va de toute façon doucement arriver au terme de notre entretien. Merci beaucoup, Eric, d'avoir passé ce temps avec nous, de nous avoir fait voyager. Donc voilà, Bali, les pyramides d'Égypte, l'île de Pâques, il y a l'Australie aussi. Les aborigènes, aborigènes, la Mongolie, l'Inde. Donc il y a vraiment, même si on peut plus voyager aujourd'hui, mais vraiment avec ce livre, on peut partir, on peut découvrir, puis après on peut aller chercher les photos si on veut sur Internet. Donc voilà, donc merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Quantum Way. C'est un honneur d'avoir été invité. Merci à toutes. Donc je vous rappelle juste, effectivement, donc Martine Aylward, la semaine, donc le 27 et 28 novembre. Et puis moi je vous retrouve mercredi. Pour une autre rencontre avec Bob Schwartz, qui est le directeur exécutif de l'ACEP, et l'Association pour la psychologie énergétique aux États-Unis, et qui vient nous parler théorie polyvagale, psychologie énergétique et guérison des traumas. Donc on est aussi dans cette lignée de guérison intérieure. Donc inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit pour mercredi, parce que je pense que ça va être tout aussi passionnant. Et nous on se retrouve, Eric, le 27 pour la conférence de Martine Aylward. Donc ça sera sur Zoom. Ouais. Et je vais vous mettre juste pour vous inscrire, si vous voulez vous inscrire hop, je prends une autre, j'en mets une autre, j'en remets une autre, voilà. Donc, voilà. Moi, je vous le conseille, c'est un chouette livre, c'est un livre qui fait du bien en ce moment. C'est assez facile à lire, ça se lit assez vite. Je disais, je crois que beaucoup de gens disent qu'on lit en une soirée, 2 soirées, une nuit. On n'a plus envie de le lâcher non plus. Et c'est une belle écriture. Bravo pour un premier roman. On attend la suite. Merci. La suite est en préparation. C'est pas facile d'écrire un premier roman. Ça m'a pris du temps, mais c'est un tel bonheur que de donner son témoignage et puis que de partager ce que l'on a pu approcher. Voilà, donc si ça peut toucher les cœurs, je m'en réjouirai. Voilà, donc le témoignage de Mitra Minella qui dit merci beaucoup pour tous ces merveilleux témoignages, beaucoup de sagesse, de paix et d'amour. C'est une belle conclusion. Merci à tous et au plaisir. Au plaisir, un mercredi pour la plupart, j'espère, et à une autre fois pour une autre rencontre. Voilà, juste mon site internet sur les personnes qui veulent savoir, c'est tout simplement ericgrange.com. Ericgrange.com, voilà. Tout attaché. Voilà. Et effectivement, il y a le premier chapitre de ton livre qui est accessible, qui est téléchargeable en PDF. Donc vous pouvez vous faire une idée du livre avant de l'acheter, si vous voulez aller sur ce site-là. Voilà, tu l'as mis dans le chat. Voilà, donc vous pouvez récupérer. Vous pouvez récupérer. Et puis Oasis Voyage, cherchez Oasis Voyage, on tombe dessus tout de suite. Avec je suppose qu'en ce moment on peut pas trop voyager. On fait partir nos groupes en Égypte, là, c'est encore possible parce que paradoxalement, on peut les avions volent, les frontières sont ouvertes. Ok. Et
les voyagistes essayent de négocier avec l'État pour que les gens de leur domicile puissent aller à l'aéroport. D'accord, Voilà. donc ça c'est chouette, ça c'est bien à savoir, je savais même Donc, pas, tu vois. Donc oui, on peut encore oui. voyager, donc Voilà, on on peut, a un groupe qui part dans quelques jours, là, voilà. super. En tout cas, merci. Et puis, si pour les lecteurs et les lectrices, je suis très preneur des retours et des commentaires. Donc, vous me contactez par email et ça me plaît beaucoup de savoir comment ce livre a été reçu. Et puis, ma devise, c'est voyager en conscience et grandir en amour. Alors, continuons à voyager. Donc ce soir, c'était de la confiance et de l'amour. Merci Eric. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.